Il y a 40 ans, au Chili, le coup d'État militaire du général Augusto Pinochet renversait le président régulièrement élu, Salvador Allende, et mettait brutalement fin à l'expérience de l'unité populaire. L'objectif de ces petites interventions, c'est de faire revivre cette expérience, de rappeler les avancées sociales et politiques qui ont été réalisées entre septembre 70 et septembre 73, d'évoquer les développements du mouvement social, de dire les obstacles qu'a dû affronter l'unité populaire, de donner quelques éléments sur les dramatiques problèmes d'orientation qu'a connus la gauche chilienne, et aussi, bien sûr, de rendre hommage à tous les militants et militantes de l'unité populaire ou du mouvement de la gauche révolutionnaire. L'unité populaire, en fait, s'est constituée en vue de soutenir la candidature de Salvador Allende, qui était membre du Parti socialiste chilien, pour l'élection présidentielle de septembre 1970. C'était une coalition de gauche assez classique, avec de petits partis bourgeois censés représenter les couches moyennes, comme le Parti radical, l'Alliance populaire nationale. D'autre part, des partis issus de la mouvance chrétienne de gauche, là c'est plus une spécificité de la gauche chilienne, à savoir le MAPU, le Mouvement d'Action Populaire Unitaire, et d'autre part la gauche chrétienne. Le MAPU a participé à l'unité populaire dès le début. La gauche chrétienne, qui est une scission de la démocratie chrétienne également, l'a rejoint au cours du processus même de l'unité populaire en juillet 1971. Mais évidemment, l'essentiel de l'unité populaire, c'est l'alliance des deux principaux partis de la gauche chilienne, le Parti communiste chilien et le Parti socialiste, dont on verra plus tard les caractéristiques spécifiques. L'unité populaire, c'est donc un candidat, Salvador Allende, c'est une alliance, c'est aussi un programme électoral. En fait, le programme électoral de l'unité populaire consistait principalement dans la promesse de poursuivre la politique qui avait été celle du gouvernement précédent, du gouvernement démocrate chrétien, de centre-droit donc, ou plus exactement, pour être tout à fait honnête, de faire vraiment les réformes promises par ce dernier, mais qui étaient restées largement inabouties, notamment la réforme agraire et la récupération des ressources naturelles du Chili, et en premier lieu le cuivre. L'unité populaire, c'est aussi une dynamique. Indépendamment du contenu finalement assez timoré du programme, la perspective de l'élection de Salvador Allende a suscité beaucoup de mobilisation et d'enthousiasme, et à la fois pour discuter le programme du candidat et surtout pour mener la bataille électorale. En fait, 14 000 comités d'unité populaire se sont constitués, qui ont regroupé jusqu'à 700 000 personnes. Là, je le dis pour avoir une idée. Le Chili de l'époque comporte 10 millions d'habitants. Et donc ces comités regroupaient des membres des partis de l'unité populaire et puis aussi des gens qui voulaient simplement s'investir et qui n'étaient pas membres des partis de l'unité populaire. C'est évidemment à cette force de frappe militante que Salvador Allende va devoir son élection. Malheureusement, ces comités sont dissous après l'élection et la volonté des gens, de la population, de prendre en charge, d'intervenir directement, prendra d'autres formes. Pour donner une idée plus complète des forces qui vont agir dans le processus, il faut dire quelques mots ici du MIR, le mouvement de la gauche révolutionnaire, qui ne fait pas partie, lui, de l'unité populaire. Le MIR a été créé en 1965 par des militants aux origines différentes, des syndicalistes notamment, des militants qui étaient en désaccord, qui étaient insatisfaits des orientations des deux principaux partis, le Parti socialiste et le Parti communiste. Bon, assez vite, le MIR va être dirigé de fait par ce qu'on a appelé le groupe de Concepción, c'est-à-dire un cercle d'étudiants révolutionnaires animé par Miguel Enriquez. Dès sa fondation, en fait, le MIR se dote d'une option stratégique qui est la conquête du pouvoir par la voie insurrectionnelle, ou autre formule qu'il donne, c'est la guerre révolutionnaire prolongée et irrégulière. On peut évidemment voir dans cette option une influence de la révolution cubaine, mais en même temps, il y a une certaine prise de distance par rapport aux tentations de guérilla. Le MIR, en réalité, tente d'articuler des actions de masse et des actions armées. Au cours des années 69-70, donc juste avant l'élection, le MIR mène conjointement des actions directes et ce qu'il appelle des actions opérationnelles. Sur le plan organisationnel, le MIR offre un modèle assez original, c'est-à-dire qu'il y a autour du MIR des fronts qui sont en fait autant de projections du MIR dans les différents milieux où il intervient et qui associent les sympathisants à l'action du MIR. Ainsi, il y a un front des travailleurs révolutionnaires, un mouvement des paysans révolutionnaires, un front des habitants révolutionnaires, un front des étudiants révolutionnaires et même un mouvement universitaire de gauche. Certains de ces fronts vont se développer essentiellement sous l'unité populaire. Et au centre du dispositif, il y a le MIR lui-même,
qui est organisé en fait en brigades politico-militaires, bon, ce qui donne une indication quand même sur l'orientation. La pratique du MIR, en fait, allie travail de masse et ce qu'ils appellent les tâches spéciales. Bon, il faut savoir que le MIR s'est doté, y compris d'un service de renseignement, qui sera utile d'ailleurs aussi à l'unité populaire. Quel est le positionnement du MIR par rapport à l'unité populaire? Disons que quelques mois avant l'élection, le MIR rappelle ses critiques de l'unité populaire, notamment de l'option de l'unité populaire en faveur des élections. Ainsi, il déclare « Nous ne développerons aucune activité électorale. Nous soutenons que les élections ne sont pas un chemin pour la prise du pouvoir. Nous ne croyons pas que par cette voie, il y aura un gouvernement des ouvriers et des paysans et que commencera au Chili la construction du socialisme. Nous sommes certains que si cette difficile victoire électorale était obtenue, les classes dominantes n'hésiteraient pas à faire un coup d'État. Notre tâche fondamentale serait alors de pousser à l'essor de la lutte sociale, ce que la lutte sociale met en évidence depuis plus de 2 ans. Pour autant, le MIR prend clairement position contre la droite et l'extrême droite. Ainsi, il explique « Tout ce que nous ferons comme activité électorale sera d'attaquer directement la droite en frappant et détruisant les intérêts de ceux qui sont derrière Tomic, c'est le candidat de la démocratie chrétienne, et Alexandrie, c'est le candidat de la droite dure. » En mai 1970, quelques mois donc avant l'élection, il reprécise son approche. L'unité populaire regroupe ceux qui cherchent à conquérir le pouvoir par la voie électorale. Nous croyons que c'est un chemin erroné. Mais le fait de diverger sur les méthodes n'en fait pas nos ennemis. Cela ne fait que mettre en évidence le fait que nous empruntons des chemins différents. Si les élections conduisaient à une victoire de l'unité populaire, ce que nous croyons, énormément difficile, nous pensons alors qu'un coup d'État militaire réactionnaire viendrait tenter d'empêcher l'accès du peuple au pouvoir. Dans ce cas, nous n'hésiterions pas à mettre de notre appareil militaire naissant, nos cadres, tout ce que nous avons, au service de la défense de ce qui a été conquis par les ouvriers et les paysans. Dans le second volet, nous verrons l'élection de Salvador Allende et aussi les 2 orientations qui vont coexister au sein de l'unité populaire et du gouvernement.